Ce trouble psychologique se développe à de jeunes âges, s'explique par 50% de facteurs environnementaux et environ 2 à 3% de la population sont atteints par la dysmorphophobie, ce qui représente proche de 1,5 million de personnes en France. Je ne me souviens pas de la première fois où je me suis regardée dans un miroir et que je n'ai pas aimé ce que j'ai vu. Mes cuisses étaient trop larges, mon nez était trop gros, mon ventre n'était pas plat. J'étais consciente que je ne pourrais jamais devenir comme les actrices de mes séries préférées, la chanteuse célèbre du moment ou les mannequins que je voyais dans les magazines. C'était inatteignable. La dysmorphophobie, ou BDD, est un syndrome qui nous fait penser que son apparence physique est gravement déformée. Les personnes atteintes de ce syndrome sont obsédées par les imperfections qu'elles perçoivent d'elles-mêmes. Ce n'est pas une pensée éphémère. Ces personnes y pensent à longueur de journée, généralement entre 3 et 8 heures par jour. Ce phénomène touche davantage des femmes que les hommes, et la dysmorphophobie n'est que diagnostiquée que lorsque le défaut d'apparence perçu est en fait inexistant ou légère. Mais les personnes atteintes ne réalisent pas que les défauts qu'elles perçoivent sont en fait minimes ou inexistants. Chaque cas de BDD est différent et sa gravité peut varier. Dans certains cas, c'est tellement grave que la personne se retire de la vie quotidienne, complément de l'école, du travail et de la vie sociale. Malheureusement, il n'existe qu'une poignée d'études sur la proportion de personnes atteintes dans la population générale. Mais les premières études ont révélé des chiffres surprenants. On estime que près de 2 à 3% de la population souffre de dysmorphophobie. Ça apparaît dans 2 tiers des cas avant l'âge de 18 ans et 78% des personnes atteintes ont eu des idées suicidaires et 28% ont fait une tentative. Certaines recherches suggèrent même que le fait de faire défiler des photos et des vidéos modifiées ou filtrées sur les réseaux sociaux pourrait être un facteur déclenchant. Et les personnes atteintes de dysmorphophobie se concentrent souvent sur plusieurs parties du corps. Certaines des personnes qui en souffrent ont comparé leur expérience à un jeu de miroir de foire, où la perception de soi est déformée par son propre cerveau. Parmi les études de comparaison sur les scans cérébraux IRMF d'un petit groupe de personnes atteintes de dysmorphophobie et d'un groupe de contrôle, ils ont constaté une tendance assez remarquable. Quand on montre une série de photos floues ou très détaillées d'inconnus à des personnes saines, leurs cerveaux prennent une image plutôt globale pour les photos floues et n'analysent que minutieusement les photos très détaillées. Par contre, les personnes atteintes de BDD analysent minutieusement toutes les photos, donc aussi les photos floues qui n'ont pas de détails précis à analyser. En plus, ils ont une activation anormale de leur amygdale du cerveau qui indique une activité émotionnelle importante. Pour une maladie qui a été décrite pour la première fois il y a à peine plus d'un siècle, la recherche a seulement été approfondie depuis quelques décennies. Donc on a encore du mal à savoir quels sont les éléments déclencheurs et les causes de la dysmorphophobie. Mais il y a quelques recherches qui laissent penser que 50% sont d'origine génétique, ou au moins héréditaire. Le reste serait dû à des facteurs environnementaux. Donc plein de facteurs sont à prendre en compte. Cela veut dire que certaines personnes ont plus de risques génétiquement à le développer, mais que des éléments de la vie quotidienne peuvent également le déclencher chez un bon nombre d'individus, tels que les moqueries et commentaires subis lors de la jeunesse, des normes sociétales vous disant à quoi vous devrez ressembler, comme les publicités omniprésentes, ou encore la relation avec ses parents, mais aussi les images retouchées sur les réseaux sociaux. Je n'aimais pas être prise en photo parce que j'avais l'impression de perdre le contrôle de mon apparence. Avec les réseaux sociaux, tout le monde montre son meilleur côté, et moi je voulais faire de même. J'utilisais des filtres pour retoucher mes photos. J'enlevais ce que je n'aimais pas et j'ajoutais ce que je voulais avoir. J'ai réussi à me montrer tel que je voulais que les autres me voient, mais je ne me reconnaissais plus dans le miroir. Plus en plus d'études montrent que les réseaux sociaux ont un impact négatif mesurable sur l'image corporelle et l'estime de soi, dont un qui a classifié du meilleur au pire l'impact des différents réseaux sociaux sur la santé mentale des jeunes. Les réseaux sociaux qui sont le plus focalisés sur l'image corporelle, comme Snapchat et Instagram, ont eu la pire note. Or que seul YouTube, parmi les réseaux sociaux classés, a eu un effet positif. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Ces études, menées auprès de groupes n'ayant pas de dysmorphophobie, ont montré que certaines formes de réseaux sociaux peuvent entraîner une détérioration de son image corporelle, qui peut à son tour aggraver la dépression. Ce qui implique que certains des réseaux sociaux peuvent aggraver la dysmorphophobie ou peuvent être un facteur déclencheur.
surtout celles focalisées sur les images. Oh yeah, camera loves you. Cela s'explique par la théorie de comparaison sociale de Leon Festinger, qui dit qu'en l'absence de critères objectifs, un individu va se comparer aux autres individus dans son entourage. Or, les critères de ce qui est la beauté sont dictés par la culture et ne sont pas objectifs. Et donc, les réseaux sociaux facilitent la comparaison physique à celle des autres, en élargissant notre entourage. Un entourage fictif où les personnes les plus attirantes sont le plus visibles. Et dans toutes ces applications, il y a des fonctions intégrées qui peuvent modifier votre apparence avec les filtres, comme amincir votre visage, lisser votre peau ou appliquer du maquillage automatiquement. Des études suggèrent qu'une activité sur les réseaux sociaux intense pousse aux comparaisons fréquentes et l'idée que nos pairs se moquent de nos défauts ou imperfections. Une autre étude montre comment les personnes avec une mauvaise estime de soi prennent plus de selfies pour compenser, pour faire le selfie qui ne montre pas leurs défauts. Une fois quand ce selfie parfait a été publié, cela mène à une gratification par les j'aime et commentaires par son entourage. Puis il se compare avec les autres, ce qui conduit finalement à un effet dépressif de son estime et image corporelle. Et le boucle se répète. Mauvaise estime de soi, selfie, appréciation, comparaison, dépression. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont très jeunes qui recourent à des procédures cosmétiques pour améliorer leurs selfies et leurs photos pour les réseaux sociaux. Effectivement, les demandes de rhinoplastie ont augmenté et la demande a changé pour obtenir le nez parfait pour une photo prise à une longueur de bras. Une photo à cette distance donne l'impression que notre nez est 30% plus grosse qu'en réalité. C'est à cause de la distance, mais aussi à cause de l'objectif de notre appareil photo. À ce sujet, le discours des réseaux sociaux et des chirurgiens esthétiques est quand même terrible. Philip R. Langston, président de l'Académie américaine de chirurgie plastique et reconstructive du visage, dit que nos jeunes patients contrôlent le processus de vieillissement et prennent la prévention au sérieux. La prévention de quoi? Du vieillissement? Are you ill? No, I'm aging. Sébastien Garçon, membre du comité directeur de la SOFCEP, dit que la chirurgie esthétique est en France, avant tout, tournée vers le soin. Et que nous avons une conception très différente des anglo-saxons, qui abordent plus la chirurgie plastique dans une logique de consommation. Il fait comme s'il y avait une grosse différence entre la cosmétique en France et aux États-Unis. En parlant de la dysmorphie Snapchat, il dit que nous ne voyons pas ça arriver en France actuellement. Et ça, on l'explique comment? Pour les réseaux sociaux, ce n'est pas mieux. Une fuite de documents internes montre que Facebook connaissait les dangers de ces réseaux sociaux sur ses utilisateurs et utilisatrices, bien que Zuckerberg continue à affirmer le contraire. So, Mr. Zuckerberg, yes or no, do you agree too much time in front of screens, passively consuming content is harmful to children's mental health? Congresswoman, the research that I've seen on this suggests that if people are using computers and social apps... Could you answer yes or no? I'm sorry, could you use yes or no? Overall, the research that we've seen is that using social apps to connect with other people can have positive mental health benefits and well-being benefits, like helping people feel more connected and less lonely. Passively consuming content doesn't have those positive benefits to well-being, but isn't necessarily negative. It just isn't as positive as connecting. And the way we design our algorithms is to encourage meaningful social interactions. Malgré ces effets néfastes sur les jeunes, le groupe Facebook a continué à développer un Instagram pour les enfants de moins de 14 ans, Instagram Kids, et n'a que mis en pause le projet lorsqu'une lanceuse d'alerte a attiré de la mauvaise presse. On ne peut que s'imaginer que Facebook a changé son nom pour s'appeler Meta afin de faire oublier le scandale. En tout cas, la chronologie de ces événements laisse fortement penser qu'il y a quelque chose qui cloche. En même temps, pour les chirurgiens et les réseaux sociaux, ces jeunes générations sont une mine d'or et de futurs clients faciles à fidéliser avec un peu de lavage de cerveau. C'est peut-être pour ça que beaucoup de chirurgiens esthétiques sont omniprésents sur TikTok. Comme je l'ai dit précédemment, ce trouble psychologique se développe à de jeunes âges, s'explique par 50% de facteurs environnementaux et environ 2 à 3% de la population sont atteints par la dysmorphophobie, ce qui représente proche de 1,5 million de personnes en France. Le BDD est donc plus commun que les TOC, l'anorexie nerveuse, la boulimie ou encore la schizophrénie.
Malheureusement, le sujet n'est pas assez étudié pour connaître l'évolution de ce trouble. Mais il n'est pas compliqué de s'imaginer que plus en plus de personnes seraient atteintes avec la croissance d'utilisateurs des réseaux sociaux et avec des utilisateurs de plus en plus jeunes. Bon, je sais que tout ça est inquiétant et qu'à notre échelle, on ne peut pas faire grand-chose. Surtout qu'un bon nombre des utilisateurs des réseaux sociaux ne sont pas prêts à supprimer leur compte, comme c'est un outil qui semble pratique au quotidien. Mais on peut tous faire un petit pas dans la bonne direction. Par exemple, si vous êtes un parent, ne donnez pas un smartphone à votre enfant. Optez plutôt pour un portable simple qui permet d'envoyer des SMS et de passer des appels. Si vous avez l'impression d'être plus ou moins atteinte par le BDD, n'hésitez pas à répondre au questionnaire que j'ai mis dans la description. Et si les résultats vous inquiètent, allez voir un psychologue. Le BDD se soigne rarement par une intervention chirurgique, mais peut être soigné par un suivi médical et psychologique. Et si vous êtes un utilisateur d'Instagram, pas prêt à le désinstaller, faites le tri des personnes que vous suivez. Enlevez ces influenceuses et influenceurs de beauté et des personnes soi-disant body fit, pour qui être physiquement attirant est devenu un moyen de revenu. Arrêtez d'utiliser les filtres et postez cette fameuse photo dont tu penses « je ne suis pas beau » ou « je ne suis pas belle », mais où l'on voit que tu es heureux ou heureuse. Il n'y a rien de plus magnifique qu'un sourire sincère. Vous pouvez également partager cette vidéo à un ami pour sensibiliser sur le sujet. Et gardez en tête le message suivant. Il m'a été difficile de sortir du cercle vicieux de l'autocritique et de réussir à m'aimer tel que je suis. Mais petit à petit, et avec de l'aide, je puis me rendre compte que mon corps est, en réalité, parfait tel qu'il est. Il me permet de courir, de sauter, de savourer mes plats préférés, d'embrasser mes amis. J'ai appris à lui dire merci, à le traiter avec amour, à voir toutes les possibilités qu'il m'offre et à ne pas laisser mon propre esprit le limiter. Ces études, menées auprès de groupes n'ayant pas de dysmorphophobie, ont montré que certaines formes de réseaux sociaux peuvent entraîner une détérioration, Ces études, menées auprès de groupes n'ayant pas en détérioration, peuvent entraîner une détériorisation de son image corporelle.